beaucoup de travail à faire sur cette étude pour être capable d'exploiter au maximum les données qu'on a collectées. Donc, sans plus tarder, Marie-Ève va me donner l'information. Donc, aujourd'hui, je vais présenter un peu le contexte de cette étude, le contexte canadien et québécois par rapport aux questions de santé et mieux-être. Et Marie-Ève va poursuivre sur la présentation des résultats de façon plus détaillée. Donc, Marie-Ève, elle est étudiante au doctorat à HEC Montréal, principalement attitrée au pôle santé. Donc, elle travaille sur les questions de santé et mieux-être. L'étude touche plusieurs secteurs d'activité, donc ce n'est pas centré sur le réseau de la santé, mais je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir comparer ce qui se fait dans les autres organisations en matière de santé et mieux-être. Rapidement, bon, vous êtes tous au fait du problème qu'occasionne la santé psychologique au travail. Donc, on parle de 500 000 personnes par jour au Canada qui s'absentent pour des questions de santé et santé psychologique principalement. Donc, 500 000 personnes, ça représente une problématique importante. Donc, la Commission de la santé mentale du Canada a fait plusieurs études sur ces questions. On parle de 50 milliards de dollars annuellement en perte de productivité au Canada par rapport à des problèmes de santé mentale. On sait que si rien n'est fait, d'ici les 30 prochaines années, on parle d'environ 2,6 billions de dollars qui seront perdus en matière de productivité dus à des problèmes de santé mentale et de détresse psychologique. Donc, c'est donc près de 2 000 milliards de dollars dans les 30 prochaines années. Et ce n'est pas une fatalité dans la mesure où les projections de la Commission de la santé mentale du Canada démontrent que si on pouvait réduire la prévalence des problèmes de santé mentale et psychologique chez les enfants et adolescents, on pourrait récupérer 4 milliards de dollars par année en coût pour le système de santé, et ça sur une période de 10 ans. Donc, il y a des choses à faire qui ne sont quand même pas, je pense, irréalistes. Je pense qu'il y a une certaine ouverture, une certaine possibilité en matière d'action. Et les organisations ne sont pas étrangères naturellement aux problématiques d'épuisement et de santé psychologique. Je pense qu'il y a des éléments qui sont sociaux, il y a des éléments qui sont également liés aux organisations. Donc, ce sont des éléments qu'il va falloir donc prendre en considération, et l'étude a pour but de voir comment la santé et mieux-être, les pratiques, les stratégies qui sont mises en place dans les organisations peuvent avoir un impact sur l'épuisement professionnel et finalement, dans quelle mesure on peut affecter les coûts en matière de réclamation à l'assurance. Donc, parce qu'on voit bien que 30 des prestations pour invalidité décernées par les compagnies d'assurance sont liées à des problèmes de santé mentale ou de détresse psychologique. Donc, on parle quand même d'un pourcentage important de tous les problématiques en matière d'invalidité. Ça a un rôle impactant parce que les programmes de santé et mieux-être et les initiatives dans cette direction ont une rentabilité intéressante. Lorsqu'on regarde la rentabilité de ces programmes, on s'aperçoit rapidement que pour 4 investis dans un programme de santé et mieux-être, on peut, donc pour chaque dollar, on retire 4 de rentabilité. Donc, c'est du 1 pour 4. C'est quand même intéressant selon les études qui ont été réalisées. Les coûts de ces programmes représentent moins de 1 des coûts de santé assumés par les organisations. Donc, les programmes de santé et mieux-être, il n'y a pas beaucoup d'investissements encore réalisés dans ces programmes-là. Il y a possiblement des retombées intéressantes. Et on voit que l'impact est quand même considérable lorsqu'on regarde les données des agences de santé publique du Canada. On parle de 68 de réduction de la détresse psychologique lorsque les employés font un bon usage de ces programmes. Donc, pourquoi les entreprises hésitent encore à faire des investissements ou à promouvoir les programmes de santé et mieux-être? Il n'y a pas beaucoup de données encore, je dirais des données probantes sur l'impact de ces pratiques et de ces programmes. Les entreprises comprennent mal le lien qui existe entre l'investissement et les retombées financières qu'elles peuvent obtenir. Et on observe qu'à peine 1 des organisations évaluent réellement les investissements qu'elles font en matière de santé et mieux-être. Donc, on voit que c'est un problème qui va perdurer et qui va avoir des conséquences énormes en termes de productivité. On voit que l'investissement a une rentabilité intéressante pour les organisations.
Et on voit également que les entreprises hésitent encore aujourd'hui du fait que les données probantes ou les mécanismes d'évaluation des retombées ne sont pas bien comprises et bien partagées pour qu'on puisse finalement en évaluer l'impact autant au niveau de la santé des employés que l'impact financier que ces programmes peuvent avoir. Donc, c'est un peu le portrait de la situation que représentent les programmes de santé et mieux-être. Et naturellement, il y a aussi des éléments de juridiction, donc de juridiction, dépendamment dans quel environnement juridique les organisations implantent ces programmes. On sait qu'aux États-Unis, il y a des mécanismes différents au niveau de la santé parce que les coûts de santé sont assumés de façon individuelle, alors qu'ici, on a un programme universel aux soins de santé. Donc, ça aussi change un peu je dirais, les intérêts que les organisations ont pour investir dans ces programmes, alors que les coûts sont quand même présents ici, autant pour les organisations que pour le système de santé dans sa globalité. Donc, je passerai la parole à Marie-Ève, qui a commencé à travailler un peu les résultats. Donc, comme je vous dis, c'est préliminaire, il y a encore beaucoup de choses à voir à l'égard de ces résultats, mais ça va vous donner déjà une bonne idée de ce qu'on a observé jusqu'à présent. Marie-Ève? Oui, mais merci, Denis. Donc, moi, je vais vous présenter aussi la démarche qu'on a fait là, pour justement recruter l'ensemble des organisations qui ont participé au projet de recherche. Donc, comme Denis disait tout à l'heure, 59 organisations ont participé au projet. C'est des organisations qui viennent vraiment de secteurs divers. Donc, ces organisations-là avaient un questionnaire RH à compléter. Puis ce questionnaire-là, dans le fond, nous donnait une idée un peu sur leur culture, l'évaluation qu'ils font de la santé, s'il y avait présence ou non d'un comité de santé et mieux-être, c'est quoi aussi les pratiques qui sont en place dans ces organisations-là. Ensuite, de ces 59 organisations-là, il y a 32 organisations qui ont autorisé, dans le fond, le pôle santé à aller sonder leurs employés. Donc, on a pu récolter des sondages de 2828 employés. Pour le questionnaire employé, les questions étaient assez semblables au questionnaire RH, mais on voulait vraiment avoir le point de vue relatif des employés concernant la santé et le mieux-être au travail, aussi au niveau de leurs facteurs individuels, tout ce qui est aussi par rapport à leur utilisation des pratiques de santé et mieux-être. Et par la suite de ces 32 organisations-là et de ces 2828 employés, il y a 17 organisations qui ont voulu nous partager leurs données de réclamation d'assurance. Et pour pouvoir avoir accès aux données de réclamation d'assurance, il fallait bien évidemment demander l'autorisation des employés. Donc, il y a 661 employés qui se sont prêtés au jeu pour nous donner vraiment accès à leurs données de réclamation d'assurance. Donc, on a eu accès à leurs réclamations en invalidité, en médicaments aussi, tout ce qui avait rapport aussi au niveau des soins dentaires, puis les consultations avec les professionnels de santé. Je vais juste indiquer, Marie-Ève, que l'étude a été faite en collaboration avec... Oui, tout à fait. Donc, l'étude aussi a été faite en collaboration avec SSQ Assurance. Là. Donc, c'est le partenaire principal des organisations, c'est l'assureur collectif des organisations qui nous ont donné accès à leur réclamation. Donc, c'est pour ça, pour nous, dans le fond, les réclamations étaient assez standardisées là, pour l'ensemble des employés, puis provenaient là, uniquement là, du même assureur. Il y avait Dialogue également, qui était une entreprise participante au projet. Oui, une autre entreprise participante. Medtech et Mitac sont financés également le projet en question. Oui, tout à fait. Donc, au niveau de la répartition des organisations, on voit vraiment que la majorité des organisations qui ont participé proviennent du secteur public, donc 38 On avait vraiment aussi des organisations de toute taille, là, de 1 à 49 employés jusqu'à 250 employés. Majoritairement, c'était des grandes entreprises qui ont participé à notre étude. Comme je vous le disais tout à l'heure, les organisations provenaient vraiment de secteurs d'activité très divers. Là, donc, vous voyez, on a vraiment ratissé large au niveau des secteurs d'activité. Certains secteurs aussi qui étaient un petit peu plus populaires au niveau de l'étude, par exemple, le secteur des services professionnels, l'administration publique. Mais on a aussi eu des industries là, dans l'extraction minière, etc. Donc, on a vraiment effleuré beaucoup de secteurs d'activité au Québec. Également, la majorité des organisations étaient situées
en grande partie dans la grande région de Montréal, mais aussi dans la région de la capitale nationale. Donc, on a vraiment aussi, on a été jusqu'en Gaspésie pour recruter des organisations. Donc, on a vraiment aussi là, un portrait là, intéressant là, de ce qui se passe un petit peu partout au Québec. Au niveau des employés qui ont participé, l'âge moyen était de 43 ans. 73 des participantes étaient des femmes, 23 des hommes. 37 des participants avaient un baccalauréat, donc c'est un échantillon qui est assez éduqué. Également, 89 des travailleurs travaillaient à temps plein. Puis, 57 des employés provenaient du secteur public, ce qui peut peut-être expliquer aussi la prévalence là, des femmes là, qui ont participé à l'étude parce que beaucoup de femmes sont dans le secteur public. Donc, on a questionné un peu les organisations concernant leur offre de pratiques de santé et mieux-être. Il y a 80 des organisations au Canada qui offrent des pratiques de santé et mieux-être au travail. Notre échantillon est très semblable. Donc, 80 des organisations qui ont participé à la recherche offraient aussi des pratiques de santé et mieux-être au travail, qu'elles soient formalisées ou non. C'est vraiment c'est ce qui est ressorti de nos statistiques. Puis, on voit que plus l'organisation croît en taille d'employés, mais habituellement, les grandes entreprises offrent davantage de pratiques de santé et mieux-être que les plus petites organisations. Et on voit, si on divise par secteur d'activité, que c'est vraiment le secteur des services professionnels qui ont tendance, dans notre échantillon, à offrir le plus les pratiques de santé et mieux-être au travail. On a aussi on a demandé aux organisations de nous recenser l'ensemble des pratiques qu'ils avaient mis en place pour leurs employés. On les a, nous, par la suite, divisés en 4 catégories pour nous aider justement à faire nos analyses. Donc, les 4 catégories qui sont sorties, c'est vraiment santé physique, santé mentale, conciliation travail-vie, organisation du travail et aussi des organisations qui avaient des pratiques d'aide juridique et financière. En moyenne, les organisations offraient à peu près 16 pratiques de santé et mieux-être au travail, mais on voit encore ici une fois que le secteur des services professionnels a tendance à offrir davantage de pratiques. Donc, si vous pourrez consulter le PowerPoint par la suite, mais c'est parce que le tableau est assez chargé, mais c'est juste pour vous montrer un peu l'ensemble des pratiques là, qui étaient ressorties là, parmi les organisations. Donc, tout ce qui est encouragé un mode de vie actif, la présence de vestiaires, de douches dans les organisations, avoir des pratiques de gestion de stress, des pratiques d'environnement sécuritaire, la promotion d'un lieu de travail sans drogue, etc. C'est vraiment des pratiques là, qui ont été ressorties là, au niveau des pratiques physiques et psychologiques là, dans les organisations. Même chose pour l'aide à la conciliation travail-vie. Télétravail est une des pratiques qui est les plus ressorties. C'est sûr que nous, notre étude est des entreprises qui ont répondu avant la pandémie, mais aussi pendant la pandémie. Donc, c'est sûr que le télétravail, je pense que c'est pour ça que c'est très ressorti. Puis maintenant, ça fait partie aussi de la réalité des organisations. Et également, au niveau des pratiques RH, certaines organisations qui offrent des pratiques d'embauche équitable ou qui ont des programmes pour soutenir un peu la performance des employés. C'est des pratiques qui ont été mentionnées comme étant offertes dans leur programme de santé et mieux-être au travail. Donc, en gros, ça, c'est un regard là, global là, de l'ensemble des pratiques là, qui ont été recensées par les organisations. Donc, par la suite, nous, on se demandait un peu c'est quoi le lien, comment ces pratiques-là peuvent impacter les employés. Et les pratiques de conciliation, les pratiques qui sont axées sur la santé physique et psychologique ont donné des résultats qui étaient, dans le fond, significatifs et intéressants. Donc, les entreprises qui ont davantage de pratiques de conciliation voient un impact là, sur l'épuisement émotionnel de leurs employés. Donc, plus on a de pratiques de conciliation, moins les employés ont tendance à être épuisés émotionnellement. Même chose pour les pratiques axées sur la santé physique et psychologique. Puis, on peut dire aussi que on a remarqué aussi un lien avec ces pratiques, la présence de ces pratiques-là, mais aussi la participation des employés. Donc, la présence de pratiques de conciliation et de pratiques axées sur la santé physique et psychologique semble donner plus envie aux employés de participer là, au programme de santé et mieux-être au travail.
Donc, peut-être que ça faisait partie un peu de la préférence là, des employés participants. Parlant de la participation des employés, on a sondé les employés à savoir si ou non, oui ou non ils utilisaient là, les pratiques de santé et mieux-être dans leur lieu de travail. En moyenne, c'est 48% des employés qui ne participent pas aux activités. Donc, un employé sur deux, à peu près, ne va pas participer aux activités proposées par l'organisation. On a remarqué aussi que la participation était peut-être moins importante dans les plus petites organisations que dans les plus grandes organisations. Donc, les employés ont tendance à moins participer dans les plus petites... pardon, c'est le contraire. Les employés participent plus dans les plus petites organisations que dans les très grandes organisations. Il y a probablement un effet d'entraînement. Si on voit ces 5 collègues, par exemple, de travail décider d'aller prendre une marche sur l'heure du dîner, bien, peut-être qu'on va avoir envie d'y aller si on est le seul qui reste au travail. Donc, c'est peut-être ça un peu qui expliquerait pourquoi certains employés participeraient plus dans les plus petites entreprises. Aussi, je voulais souligner le fait que les employés du secteur public sont ceux qui ont le moins de la participation la moins importante là, au niveau de chez leurs employés. Donc, on voit vraiment, il y a 58% des employés qui disent ne pas participer versus 26% qui participent souvent à toujours. Ensuite, on a demandé aux employés, qu'est-ce qui vous freine dans votre participation? Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'avez pas nécessairement le goût de participer aux initiatives? La grande majorité, sans surprise, nous ont mentionné que c'est parce qu'il manque de temps. Donc, il y avait trop d'obligations au niveau du travail, au niveau aussi de la famille. Deuxième raison, c'était que les employés ont peur de l'utilisation que peuvent faire l'organisation de leurs données. Donc, c'est ressorti en deuxième place. Et troisième position, le manque d'efficacité et de visibilité sur les pratiques. Donc, les employés n'avaient pas nécessairement l'impression que les pratiques avaient vraiment un impact sur leur santé. Donc, à quoi bon participer dans ce temps-là? Ensuite, on a demandé au niveau des initiatives, des incitatifs, donc des organisations qui offrent des récompenses, parce qu'on voit beaucoup ça dans la littérature. Ce n'est pas encore clair si, oui ou non, offrir des incitatifs va avoir un impact là, sur les employés. Donc, 30% des organisations qu'on a sondées offrent des récompenses. C'est des récompenses qui sont des cadeaux, des récompenses monétaires, mais aussi des réductions au niveau des primes d'assurance. Puis, quand on a fait nos analyses, on a remarqué qu'il n'y avait vraiment aucun effet de la part des incitatifs sur la participation des employés. Donc, ce n'est pas parce qu'on offre des cadeaux à nos employés que les employés vont avoir plus le goût de participer. Ensuite, au niveau de la communication, 67% des organisations avaient des moyens de communication divers pour justement communiquer les pratiques de santé et la culture de santé et mieux-être dans l'organisation. Puis, on voit vraiment, là, plus l'organisation a une communication, a des moyens de communication développés, plus l'effet va être bénéfique là, sur la participation des employés là, à long terme. Ensuite, les organisations ont été questionnées sur l'effet des pratiques sur les employés selon eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont observé depuis la mise en place de certaines pratiques? Donc, la majorité des organisations ont vu un effet intéressant sur le moral et l'engagement du personnel. On a vu aussi une diminution des risques de santé mentale, de l'aide pour le recrutement et la rétention du personnel, une diminution aussi de l'absentéisme et aussi des risques pour la santé physique. Tantôt, je vous parlais de culture de santé et mieux-être au travail. Donc, on a essayé de voir un peu comment les organisations et comment les employés percevaient la culture de santé et mieux-être au travail. Donc, c'est quoi une culture de santé et mieux-être au travail pour les organisations? Donc, une organisation qui a une forte culture va avoir la volonté, par exemple, de promouvoir la santé et le mieux-être au travail, va avoir des discussions qui sont fréquentes au sujet de la santé et du mieux-être,
va aussi souvent faire une promotion efficace de ces pratiques, va chercher à mesurer et à évaluer les retombées de ces pratiques-là et va aussi apporter les correctifs nécessaires là, lorsqu'il y a des choses à améliorer. Puis, lorsqu'on a questionné les organisations sur leur perception à eux de leur culture de santé et mieux-être, on voit qu'en moyenne, les organisations se donnent un score de 6 sur 10. Et les employés, c'est sensiblement pareil. Donc, les employés vont en moyenne donner le même score à leur organisation, donc 6,5 sur 10. Mais on peut remarquer que dans le secteur public, le score des employés est peut-être un petit peu plus bas que ce à quoi les organisations s'attendent. Donc, c'est ça. Donc, la perception de la culture diffère dans certains cas là, selon la perception de l'organisation de sa propre culture et la perception réelle là, des employés de ce que l'entreprise fait au niveau de la santé et du mieux-être au travail. Donc, on a regardé par la suite comment est-ce que la perception de la culture avait un impact sur différentes variables. Donc, la culture de santé et mieux-être a des effets bénéfiques sur l'épuisement et l'absentéisme des employés. Donc, c'est en rouge parce que la relation est négative. Donc, plus la culture est élevée, moins les employés vont être épuisés, moins les employés vont s'absenter. Également, plus la culture de santé est élevée dans une organisation, plus on va avoir l'impression que notre supérieur nous soutient, plus ça va aussi inciter la participation des employés à participer au programme de santé et mieux-être au travail. Donc, on voit vraiment que l'importance d'avoir une culture de santé peut avoir des répercussions intéressantes là, sur la santé et le mieux-être de vos employés. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'absentéisme et à l'épuisement? Donc, pourquoi est-ce qu'on regarde souvent ces variables-là? Bien, souvent, Denis pourrait vous en parler super longtemps, mais l'absentéisme et l'épuisement, c'est vraiment un fléau dans les organisations. C'est aussi c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Donc, c'est sûr que si on voit que les pratiques de santé peuvent avoir un effet bénéfique, donc dans le fond, diminuer l'épuisement puis l'absentéisme des employés, bien, c'est sûr que ça peut être très gagnant. Également, je vous parlais tout à l'heure du support du superviseur. Donc, le supérieur immédiat peut être un support intéressant au niveau de la santé et du mieux-être au travail. Donc, on a demandé aux employés comment est-ce qu'ils percevaient le support de leur supérieur, de leur gestionnaire en matière de santé et mieux-être au travail. Donc, est-ce que les employés ont l'impression que leur supérieur se soucie vraiment de leur santé? Est-ce qu'il y a l'impression que le supérieur se soucie aussi de leur mieux-être? Donc, 79% des répondants ont mentionné avoir vraiment l'impression que leur supérieur immédiat les soutenait dans leur démarche de santé et mieux-être au travail. Donc, c'est super intéressant. Puis, au niveau de la modélisation, on a regardé par la suite comment le support du superviseur en matière de santé avait un impact sur différentes variables. Donc, ici, on peut voir que le support du superviseur diminue l'épuisement émotionnel de ses employés, mais aussi encourage la participation de ses employés à participer au programme de santé et mieux-être au travail, mais également, et par ricochet, la participation va par la suite diminuer le sentiment d'épuisement émotionnel qui est vécu par certains employés. Enfin, ce graphique-là aussi, c'est un peu pour vous montrer l'effet de la culture de santé sur le profil de réclamation d'assurance. Donc, on a regardé aussi au niveau du nombre de réclamations d'invalidité, réclamations de santé, réclamations de médicaments, comment est-ce que la culture et le support du superviseur, parce que comme je vous le disais, c'est des variables qui sont importantes là, dans la santé et le mieux-être. Donc, comment est-ce que ça pouvait impacter les employés? Donc, on voit vraiment que la culture de santé et mieux-être va vraiment avoir un impact direct négatif sur le nombre de réclamations d'invalidité. Donc, ce que ça veut dire, plus j'ai une culture de santé et mieux-être au travail développée, moins mes employés vont avoir tendance à faire de réclamations en invalidité. Également, on a remarqué un fait intéressant au niveau de l'absentéisme. Donc, plus un employé s'absente, d'habituellement, plus l'employé va aussi avoir tendance à va augmenter ses réclamations en invalidité, mais aussi un employé plus absent va faire davantage de réclamations au niveau des médicaments.
un lien un peu bizarre qui est sorti. Donc, les employés qui participent davantage aux pratiques de santé et mieux-être au travail vont avoir tendance à faire plus de réclamations au niveau des professionnels de santé. On peut se questionner, c'est sûr que on n'a pas fait d'entrevue pour demander un peu pourquoi ces employés-là ont cette tendance-là, mais on peut se dire, plus l'employé participent, actuellement, c'est des gens qui sont plus au courant de leur bien-être global, de leur santé. Donc, on aurait peut-être plus tendance à aller consulter des professionnels de santé pour prévenir l'apparition de certains maux ou de certaines maladies. Donc, c'est une hypothèse qu'on a formée suite à la découverte de ce lien-là. Donc, au niveau des recommandations, trois recommandations principales là, que je voulais vraiment qui ressortent là, de ce séminaire-là. Donc, le premier, l'importance vraiment de développer ou d'améliorer votre culture de santé et mieux-être. Donc, on a vu que la culture a vraiment un impact sur plusieurs variables chez les employés. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour développer une culture? C'est en impliquant vraiment la haute direction, en impliquant aussi vos gestionnaires pour vraiment vous assurer que le message soit transmis directement aux employés. La formation d'un comité santé et mieux-être, c'est toujours important parce que ça mobilise des gens vraiment dans l'organisation au niveau de la santé, puis ça encourage les employés à participer davantage. Également, on a vu dans nos résultats que plus les moyens de communication sont diversifiés, plus ça va avoir d'impact positif sur la participation des employés. Donc, investir dans la communication, je pense que c'est quelque chose qui est très important et peut-être un petit peu moins dans les récompenses, là, comme on a vu qu'il n'y avait pas nécessairement de lien entre l'offre de récompenses et la participation des employés au programme de santé. Ensuite, l'importance d'utiliser et d'outiller vos gestionnaires parce qu'on a vu aussi que le gestionnaire avait un rôle important au niveau de la diminution d'épuisement chez vos employés, chez les employés. Donc, l'importance de leur donner des outils, de les former aussi, de les sensibiliser aux impacts qu'ils peuvent avoir sur la santé physique et psychologique de leurs employés. Je pense que c'est important. Je pense qu'on a peut-être tendance à sous-utiliser ce canal qui est très riche là, au niveau pour aller rejoindre vraiment les employés puis leur donner vraiment envie de s'investir au niveau de leur santé et mieux-être au travail. Ensuite, on a vu qu'il y avait certaines pratiques aussi qui avaient des effets intéressants, donc d'avoir davantage de pratiques qui sont axées sur la santé physique et psychologique, puis développer plus de pratiques de conciliation pourraient là, ont été démontrées comme ayant un peu plus d'impact sur l'épuisement émotionnel, puis aussi là, la participation des employés. Donc, en conclusion, j'ai essayé de faire ça très brièvement parce que je sais qu'il y a la période de questions. Mais c'est vraiment, comme Denis disait, c'est vraiment les premiers balbutiements là, de ce projet de recherche-là. On a collecté une tonne de données. Donc, les prochains mois, on va s'amuser encore à peaufiner les analyses, aller voir s'il n'existerait pas d'autres liens entre d'autres variables. Il y a également un rapport qui va sortir dans les prochaines semaines là, qui tire les principales conclusions là, les premières conclusions là, de cette recherche-là. Puis également d'autres articles et peut-être d'autres séminaires à venir. Donc, voilà, Denis, je te retournerai la parole si tu veux rajouter des éléments aussi. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève, pour cette très intéressante présentation. Naturellement, je présume qu'il y a beaucoup de questions et d'interrogations de la part des gens qui ont participé aujourd'hui à ce séminaire. Maintenant, on fait quoi dans les organisations? Comment peut-on agir de façon concrète pour permettre cette prise de conscience de la culture? T'sais, on sait souvent que ce ne sont pas nécessairement les stratégies qui vont permettre des transformations significatives, mais c'est souvent la culture qui est à l'origine de ces transformations. Et il y a un proverbe qui dit que la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Ça veut dire que fondamentalement, si la culture n'est pas présente, vous avez beau déployer un ensemble d'efforts, les risques d'avoir des effets bénéfiques sont plutôt mitigés. Donc, la capacité de développer cette culture organisationnelle dans laquelle le superviseur est au centre de cette culture, dans la mesure où c'est lui qui va permettre de légitimer les pratiques en question, parce que les employés qui veulent faire usage de ces pratiques, qui veulent
participer aux initiatives en matière de santé et mieux-être doivent sentir la légitimité du superviseur derrière ces initiatives, parce que naturellement, s'ils sentent plutôt une pression au fait qui est orientée uniquement sur la productivité à court terme, bien, ces gens-là ne se permettront pas nécessairement d'utiliser ces différentes initiatives qui, finalement, vont avoir des répercussions négatives sur la productivité. Donc, par conséquent, il vaut mieux, des fois, laisser un peu de liberté aux gens pour participer à ces initiatives en sachant très bien qu'éventuellement, cela va avoir un effet bénéfique sur la performance de l'organisation et sur les coûts de réclamation en assurance. Donc, il faut juste donc être capable de bien faire comprendre aux gestionnaires et aux superviseurs l'importance de s'insérer dans une culture qui va permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier des pratiques et des programmes qui sont mis en place. Donc, je pense qu'il y a également encore des analyses à faire sur des sous-échantillons. Bon, on a quelques entreprises du secteur de la santé, des services sociaux. Donc, il va falloir essayer de voir comment on peut isoler certaines informations. Il n'y en a pas beaucoup encore pour l'instant, mais d'autres entreprises continuent à participer au projet. En fait, le projet est un observatoire sur la santé et le mieux-être au Québec. On veut collecter année après année des données sur de plus en plus d'organisations pour être capable de suivre l'évolution de ces pratiques et de ces transformations sur la santé et le mieux-être des Québécois en entreprise. Donc, l'idée, c'est que tous ceux qui sont intéressés à poursuivre l'exercice ou à embarquer dans le projet, bien, c'est toujours ouvert là, pour des participations futures. Bon, surtout les gens du secteur de la santé. On a quelques organisations qui vont participer prochainement, mais bon, plus on aura d'organisations, plus on sera capable de pouvoir faire des conclusions pertinentes à la lueur des résultats qu'on va collecter dans les prochaines années. J'ouvrais la période de questions aux gens qui ont des interrogations ou qui veulent avoir plus de précision dans la mesure où on sera capable d'y répondre. Oui, merci Denis. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez soit passer par le clavardage et écrire vos questions, je les lirai à haute voix pour Marie-Ève et Denis. Sinon, vous avez aussi l'option de lever votre main électroniquement et d'ouvrir votre micro. Allez-y, Monsieur Fournier. En fait, moi, c'était concernant les pratiques de gestion. On parle de pratiques seulement préventives ou il y a également des pratiques de gestion qui sont plus d'ordre de gestion des invalidités? Est-ce que c'est équivalent d'un côté ou de l'autre? Puis est-ce que ça a été, si ça n'a pas été considéré, est-ce que ça a été isolé pour le lien avec l'absence? Je vous dirais que la majorité des organisations, les pratiques qu'elles nous ont fait ressortir sont plutôt des activités, des pratiques qui sont plus de l'ordre du préventif. C'est sûr qu'il y en a certaines, par exemple, qui nous ont dit on offre des PAE, du soutien, par exemple, psychologique à des employés qui ressentent des problématiques, mais ce n'était pas possible pour nous d'isoler quelle organisation fait vraiment cette pratique-là en mode préventif ou en mode plus réactif. On a demandé pour certaines organisations à quel niveau primaire, secondaire, tertiaire leur pratique était offerte. Donc, c'est sûr que ça, on va l'analyser pour voir s'il n'y aurait pas un lien justement avec ces pratiques-là au niveau primaire, secondaire, tertiaire. Quel impact ça peut avoir là, sur les employés. Déjà, quelques questions sur le clavardage. Je vais vous en lire une première. Monsieur Desrosiers, comment définissez-vous la base pour qualifier une entreprise comme offrant une pratique de santé et mieux-être? Oui, bien, c'était tout simple, dans le fond, parce que, comme vous avez pu remarquer, il y a des entreprises, on avait vraiment un échantillon varié au niveau de la taille des entreprises, donc des entreprises qui avaient des pratiques un petit peu plus formelles, un petit peu plus informelles. Donc, c'était vraiment aux entreprises de qualifier si oui ou non elles offraient un programme de santé et mieux-être. Donc, c'était vraiment selon la perception de l'entreprise au niveau de ce qui était offert. Là. J'ai une autre question de la part de Karel Lord qui demande quand vous décrivez les scores d'épuisement, vous mentionnez entre parenthèses score sur 100. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce équivalent à un pourcentage? 41% des employés qui ont répondu se disent souffrant d'épuisement professionnel.
Je vais retourner ici. Donc, non, c'est ça, c'est une échelle. Denis, je ne sais pas si tu peux rebondir là-dessus, mais le score d'épuisement, dans le fond, c'est une échelle sur laquelle les employés doivent se prononcer. Donc, on peut dire qu'en moyenne, les employés sont épuisés sur une échelle de 4 sur 10. Ce n'est pas nécessairement 40, ça ne signifie pas nécessairement 40% d'épuisement émotionnel. Là. Je ne sais pas, Denis, si tu avais une façon de vulgariser ça un petit peu plus simple. Là. Non, effectivement, ça ne donne pas. Ce que ça dit, c'est que sur une moyenne de 1 à 10, on est donc ça veut dire que les gens sont épuisés de façon moyennement épuisés de façon générale. Oui. Plus ça se rapproche de 10, plus l'épuisement est intense. Plus ça se rapproche de 0, là, moins l'épuisement, moins l'employé est épuisé. Là. J'ai Suzanne Stock qui nous demande comment avez-vous tenu compte des biais de sélection associés au taux faible d'accès aux employés et aux données d'assurance? Très, très bonne question. Je pense que ça fait partie justement d'une des limites là, de notre étude. Parce que probablement que certains employés qui avaient des dossiers de réclamation faramineux n'étaient peut-être pas si à l'aise que ça de nous les partager. Je pense que toute recherche a ses propres limites. Là, donc, c'est sûr que ça fait partie d'une limite qu'on a, mais on avait quand même assez de profils de réclamation qui étaient diversifiés, intéressants. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, c'est peut-être un biais, en effet, mais ça ferait partie justement des limites là, de notre étude. Denis, je ne sais pas si... Je veux dire, c'est pas un biais qui est inhérent à notre étude. C'est un biais inhérent à toute étude. C'est impossible de pouvoir faire des études sans l'autorisation de chacun des répondants. Par conséquent, ça fait partie de toutes les formes d'études qui existent dans tous les pays occidentaux, là, naturellement, où il y a des règles d'éthique en recherche. Les règles d'éthique vous obligent à avoir l'autorisation des organisations et des employés pour avoir accès à leurs données. Donc, c'est comme une condition sine qua non pour être capable de faire de la recherche où ce qu'on veut être capable de lier des données perceptuelles, de questionnaires et des données objectives. Pour faire ce lien-là, il faut absolument avoir l'autorisation de chacun des employés sur chacun des dossiers. Ça fait partie des règles de recherche. Et naturellement, est-ce que c'est un biais? C'est sûr que ça forme un biais. Mais l'idée, après, comme dit Marielle, c'est de voir la variance dans les dossiers de réclamation. Est-ce qu'il y a suffisamment de variance qui nous permet de voir que, finalement, on n'a pas une centralisation des résultats? Là? Bon, si je comprends bien, Marielle, il y a quand même une variance dans les dossiers de réclamation qu'on a obtenus. Oui, on n'avait pas juste un profil, mettons, de gens qui nous ont autorisés à avoir accès. On avait vraiment des personnes qui n'avaient fait aucune réclamation à des centaines de réclamations là, dans une année. Là. Donc, c'était vraiment, vraiment très varié. J'ai une autre question de Jérôme Ouellet qui nous dit « Indépendamment du soutien du gestionnaire, avez-vous vu une différence entre les milieux où des activités de ces programmes de santé et mieux-être se déroulent sur les heures de travail rémunérées versus celles où les activités sont réalisées sur les heures personnelles des employés? » Excellente question. Malheureusement, on ne l'a pas mesuré, à savoir quand est-ce que l'employé faisait l'utilisation du programme de santé. Je le garde en tête, par exemple, parce que c'est vrai que ce serait super pertinent d'aller sonder ça dans les entreprises les prochaines entreprises qui vont participer. J'ai une autre question par rapport à la culture de santé et mieux-être. Croyez-vous que l'implantation des normes entreprises en santé est un bon moyen de changer la culture de santé et mieux-être? Sinon, quels sont, selon vous, les meilleurs moyens de changer la culture? Bien, Denis, tu pourras compléter parce que tu connais bien entreprise en santé, mais moi, je pense que l'entreprise en santé est vraiment un levier important justement pour établir une culture. C'est une entreprise qui n'avait vraiment rien mis en place, qui fait appel après ça à l'entreprise en santé pour justement décider de créer sa culture de santé. Je pense que ça peut avoir aussi des répercussions beaucoup sur la perception des employés, au niveau de la perception de est-ce que l'organisation fait vraiment
attention à ma santé et à mon mieux-être, donc d'avoir la perception que, ah oui, OK, l'entreprise souhaite établir des nouvelles démarches, souhaite s'inscrire dans une perspective d'entreprise en santé, puis il y a différentes certifications là, qui vont avec ça. Donc, je pense que l'image que ça projette pourrait avoir un impact justement sur la perception de culture de l'organisation, puis par la suite avoir les répercussions positives là, sur les employés, comme on a vu. Je ne sais pas, Denis, si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, je pense que ça peut être une initiative intéressante, mais il faut faire bien attention que les questions de reddition de compte, c'est-à-dire où ce qu'on cherche à cocher si on a fait une chose ou non, n'est pas nécessairement un moyen d'améliorer une culture. Bon, on le voit beaucoup dans le réseau de la santé et ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on remplit les cases qu'on fait une transformation organisationnelle. C'est un peu plus complexe que ça. Je pense que le fait que les superviseurs de premier niveau soient au centre de cette question démontre nettement l'idée du modèle, c'est-à-dire que vous devez être capable de prêcher par l'exemple au niveau de la direction générale et au niveau des différents niveaux, au niveau des gestionnaires et des superviseurs. Ces gens-là doivent porter cette culture dans leurs décisions quotidiennes. Ce n'est pas une question de remplir des cases. C'est le fait d'avoir des pratiques, on le voit très bien, ce n'est pas tellement le fait d'avoir des pratiques comme telles. Oui, les pratiques font partie du programme, mais c'est vraiment le fait que ces pratiques s'insèrent dans une culture dans laquelle on légitime le processus de santé et mieux-être et que ça fait partie des priorités organisationnelles. Et donc, c'est vraiment une question où les valeurs sont prédominantes sur ces questions de santé et mieux-être et qu'on prend des décisions en ayant en background la question de la santé et mieux-être de nos employés. Il faut que ce soit un des filtres qui nous permet de choisir les orientations qu'on prend en matière en tant qu'organisation. Si on n'a pas ce filtre-là à l'arrière-plan, ben, les décisions ne sont pas prises à la lueur de la santé et mieux-être des employés. Et par conséquent, il n'y a pas de culture. Les gens ça se rendent bien compte qu'on fait la promotion de quelque chose, mais on prend des décisions dans une autre direction. Je pense que c'est ça c'est la cohérence de tout ça qui fait que les valeurs et la culture de santé et mieux-être prend racine dans une organisation. J'ai encore quelques questions. De Jacinthe Boisvert, avez-vous évalué si certaines pratiques de santé et mieux-être sont accessibles aux familles des employés ou un effet sur les réclamations? Oui, on a posé la question au niveau de l'étendue des programmes de santé et mieux-être au travail, mais les réclamations d'assurance qu'on a étudiées, nous, sont uniquement les réclamations là, de l'employé en tant que tel. Donc, j'avais accès justement aux réclamations de couple, aux réclamations familiales, mais ça, on a vraiment mis ça de côté pour vraiment se concentrer là, uniquement sur les réclamations là, de l'employé qui navigue là, dans l'organisation. Sylvie Boucher nous demande, avez-vous fait une corrélation entre les accidents de travail et la présence de culture santé et mieux-être, en plus de l'assurance salaire? Non, cette corrélation-là, on ne l'a pas eue. Je n'avais pas d'informations au niveau des accidents de travail. Ça, c'est de l'information, dans le fond, qui pourrait provenir de l'organisation au niveau des réclamations à la CNESST. Donc, non, ça n'a pas été fait, mais encore une fois, ce serait une avenue hyper intéressante là, à aller observer. Tout à fait. Kiki Lavoie s'y demande, quelle équation avez-vous utilisée pour mesurer les retombées de 4 $ pour 1 $? Dans le fond, cette retombée-là provient de la littérature. Donc, c'est sûr que nous, on ne l'a pas chiffré nécessairement pour cette étude-là. Mais la majorité des études, dans le fond, en faisant une recension des études, on a vraiment vu qu'en majorité, il y a certaines études qui, justement, faisaient ressortir cette retombée-là là, économique au niveau de l'investissement dans les programmes de santé et mieux-être au travail. C'est sûr que c'est une équation qui est assez... quand on regarde les études, des fois, ça varie d'une étude à l'autre. Donc, on a vraiment le prix, là, celle qui est l'étude qui était la plus utilisée là, pour citer cette donnée-là.
Il y a Martin Reicherzer qui nous pose une question sur les activités marketing pour renforcer la culture SMET. Il nous dit « Je suis gestionnaire d'une unité de soins critiques. Je fais la publicité des initiatives de pratique santé mieux-être et je crois bien faire la promotion d'une bonne culture en ce sens aussi. Je me demande cependant, de façon pratico-pratique, ce que vous recommandez par rapport au marketing de ces programmes pour plus d'adhésion. » Oh mon Dieu, ça c'est une question où on pourrait en parler pendant super longtemps. J'ai pas nécessairement de meilleures pratiques à vous recommander, mais avant de faire le sondage là, dans les organisations, on a fait des entrevues auprès de certains employés, certaines organisations sur comment est-ce que le programme est implanté chez eux, puis c'est quoi le succès de l'organisation au niveau de la santé et du mieux-être. Puis je vous dirais qu'il y a beaucoup d'employés nous avaient mentionné qu'ils trouvaient intéressant, par exemple, lorsqu'ils voient leur gestionnaire s'investir avec eux dans les pratiques, donc d'avoir l'impression que son gestionnaire aussi participe. C'est beau faire la promotion du programme, mais si vous-même, dans le fond, vous allez marcher sur l'heure du dîner, vous créez des groupes justement pour favoriser la santé au mieux-être au travail, c'est quelque chose qui avait été souligné par les employés comme étant super intéressant puis vraiment plus motivant à participer. Je ne sais pas, Martin, si c'est quelque chose qui c'est clair, c'est comme je disais tantôt. Si vous dites à vos employés, faites ci, faites ça, participez, c'est bon, mais que vous n'y participez pas, quelque part. C'est-à-dire, c'est bon pour vous, mais pas pour moi. Donc, c'est clair que de montrer l'exemple, de donner le premier exemple est un élément central dans la capacité des gens de vouloir suivre ces initiatives-là. Ça m'apparaît logique. Oui, tout à fait. Je peux poser une question follow-up là-dessus. Là. Dans le fond, en ce moment, sur le terrain, dans les unités, avec le manque de personnel puis toute la chanson du TSO et tout ça, là, de faire la promotion des bonnes pratiques, de que tout le monde prenne leur pause, etc., c'est quasiment un couteau à double tranchant où je ne sais pas de quelle façon le marketing, c'est pour ça que j'utilise le terme marketing, pour faire embarquer le monde, pour dire oui, je t'oblige à faire du TSO. N'oublie pas de prendre du temps pour toi. Je suis un peu pogné dans le message. Puis oui, si moi, je vais prendre une marche sur le midi pendant que personne n'a pris de pause non plus. Je suis vraiment entre un arbre et une écorce ici pour savoir quel filon je peux utiliser pour promouvoir toute cette culture-là. Puis tantôt, Marie-Ève, tu disais que oui, les gestionnaires comme moi, c'est le bon pour tout amener cette culture-là, puis que la direction nous donne des outils. C'est quoi les outils, dans le fond, que je peux utiliser ici? Bien, vite comme ça, je dirais vraiment que si tu n'as pas beaucoup de latitude sur justement le fait que les employés font du TSO, sont surchargés, sont épuisés, c'est sûr que c'est plus difficile nécessairement d'utiliser certaines pratiques en tant que telles directement sur les employés. Moi, ce que je recommanderais peut-être, c'est au niveau de la je pense qu'on sous-estime des fois la bienveillance, l'empathie qu'on peut avoir pour les employés. Puis en tout cas, vous avez l'air d'un gestionnaire qui a justement la santé à cœur de leurs employés. Puis dans le questionnaire, ce qu'on demandait, c'est est-ce que j'ai l'impression que mon supérieur me soutient dans mes initiatives, au niveau de ma santé, de mon bien-être? Est-ce que j'ai l'impression que l'employeur care? C'est vraiment ça le mot. J'ai juste l'anglicisme, mais est-ce que mon gestionnaire fait attention à moi? Fait que j'ai vraiment l'impression que ça peut vraiment jouer là-dessus, plus que nécessairement peut-être de dire bon, ben n'oublie pas d'aller prendre une marche ou va te prendre un petit verre d'eau en bas, prends les marches d'escalier pour remonter sur l'unité. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est dans la posture plus relationnelle, qu'il peut y avoir des impacts positifs sur les employés, mais c'est sûr que dans un contexte où c'est déjà très difficile d'avoir un équilibre, les retombées peuvent peut-être être un petit peu plus limitées là, à ce niveau-là. Denis, je ne sais pas si... Écoute, s'il y avait une baguette magique, il n'y aura pas d'épuisement dans le réseau de la santé, puis il n'y en aura pas dans aucune entreprise. Il n'y a pas de solution miracle à cet égard-là. Comme je dis, il faut être sensible au fait que notre comportement influence celui de nos employés. On sait que par effet de contagion, ce que vous allez émettre comme émotion va contaminer votre équipe de travail. Si vous êtes épuisé vous-même et que vous soumettez ce langage
non verbal d'épuisement, bien, vous allez épuiser vos troupes. Donc, par effet de contagion, vous allez, bon, le mot est choisi en temps de pandémie, mais par effet de contagion, vous allez avoir un impact négatif sur les membres de votre équipe. Donc, comment vous vous comportez, comment vous vous sentez, comment vous traitez votre propre santé, va jouer sur la santé des membres de votre équipe. Vous êtes en fait un peu, je dirais, le leader et un modèle que les gens vont observer. Donc, vous devez être conscient que votre propre façon de gérer votre santé va impacter la façon dont vos employés vont gérer la leur. Et ça, je pense que c'est peut-être dans ces éléments de posture que dans un contexte comme le vôtre, où que, bon, il n'y a pas de miracle, on ne peut pas sortir des pratiques qui vont, on ne va pas empêcher les gens d'être malades, donc on ne contrôle pas la demande. Donc, ça va rentrer, là, il n'y a pas de possibilité. Là. Mais je pense qu'à votre niveau, puis au niveau de l'organisation, la question de s'assurer que les décisions sont prises à la lueur de cette question de santé et de mieux-être, bien, ça va finir par avoir des répercussions à court et moyen terme lorsque les gens se rendent compte que les décisions, même dans les cas où c'est difficile, mais on est toujours soucieux de cette question de santé et de mieux-être dans les décisions et on va prendre celle qui a le moins d'impact négatif. On va toujours, si les employés comprennent que les décisions sont prises de manière à minimiser toujours l'impact sur la santé et le mieux-être des gens et des individus pour favoriser une meilleure qualité de vie au travail, bien, l'effet d'entraînement va se matérialiser dans la création de cette culture. Et peu importe l'environnement, je ne pense pas que, bon, la santé, c'est particulier, mais bon, il y a d'autres environnements, l'éducation, bon, aussi, c'est particulier. Bon, chaque environnement a ses problèmes, mais je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut, plutôt que de chercher une solution particulière, là, je ne pense pas qu'il en existe une, là, je pense qu'il faut surtout créer cet environnement relationnel qui permet aux gens de penser que leur santé, ça fait partie du prisme décisionnel que l'organisation met de l'avant lorsqu'une décision est prise. Nous avons une dernière question, je pense, de Ava Biba, qui nous remercie pour la présentation aussi. Avez-vous identifié des outils concrets pour les gestionnaires? Oui, bien, certainement, ça sera à froid comme ça, je peux pas vous les énumérer, mais certainement que ça se retrouvera ça dans le rapport final qu'on va publier dans les prochaines semaines. Donc, je vous invite à rester à l'affût, mais on va essayer de rendre ça vraiment le plus concret possible. Mais je vous dirais peut-être les outils là, vraiment que vous pouvez peut-être utiliser au quotidien dès maintenant, c'est vraiment ça, la reconnaissance, le soutien. Donner de la latitude à vos employés, leur permettre aussi des fois de s'exprimer quand ça va un petit peu moins bien, d'avoir vraiment l'impression que vos employés sont écoutés au niveau de leur santé et mieux-être. Je pense que ça part et c'est gagnant là, pour un bon départ. Nous avons quelques, je pense, commentaires. Par exemple, j'ai celui de Capsana Desrosiers. Avec le réseau de la santé, nous sommes plus en support via des interventions liées au stress, sommeil, les défis de l'équilibre de vie en mode de surcharge. Reconnaître la réalité actuelle est essentiel. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, parce qu'on va arriver à la fin du séminaire. Peut-être quelques secondes encore si vous avez des questions, même si vous voulez lever la main ou faire un commentaire par rapport à la présentation. Oui, Brigitte. On ne t'entend pas, Brigitte. Non, on ne vous entend pas. Comme ça, est-ce que ça va mieux? Oui. Ah, désolée. Alors, merci beaucoup pour la présentation, Marie-Ève Denis. C'est vraiment super intéressant puis inspirant. Moi, j'aurais envie de lancer peut-être la balle aux participants pour leur dire qu'il y a plusieurs assureurs qui offrent des services là, en santé mieux-être pour soutenir les milieux de travail. Chez SSQ, on le fait, la capitale aussi, mais je sais que nos compétiteurs également. Donc, n'hésitez pas à interpeller les assureurs de vos régimes d'assurance collective parce qu'il y a une multitude d'outils
et d'équipes qui peuvent soutenir des démarches avec les équipes ressources humaines notamment pour venir vraiment appuyer cette belle culture de santé mieux-être qu'on veut valoriser, qu'on veut mettre en place dans chacune de nos organisations. Fait que je voyais qu'il y avait beaucoup de questions sur les outils et les pratiques de gestion favorables à la santé. Fait que je me suis permis là, de lever la main là, pour rappeler aux gens que c'est une porte où des fois ça peut être assez intéressant puis surprenant, les réponses qu'on peut avoir des assureurs là, sur les offres de services qui sont un peu plus contemporaines maintenant. Mais merci pour la présentation, vraiment très, très intéressant. Bien, merci Brigitte. Merci Marie-Ève et merci Denis pour cette riche présentation. On va mettre fin maintenant au séminaire si on n'a pas encore d'autres questions. Comme on vous a expliqué, le rapport qui va être en lien avec cette étude va être publié d'ici quelques jours sur le site internet du Pôle Santé. Vous aurez également la présentation PowerPoint et l'enregistrement de la vidéo puisque le séminaire est enregistré sur notre site internet. Nous avons un prochain séminaire qui se déroulera le 15 mars qui portera sur la commission Claire, 20 ans plus tard. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez vous inscrire, vous avez le lien d'inscription qui sera sur notre site internet. Merci tout le monde et bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci beaucoup. Merci Florence aussi d'avoir coordonné la rencontre. Avec plaisir.